1944, le camp de Drancy était libéré. 1386 internés juifs répartis ainsi, 917 hommes, 469 femmes, dont 62 enfants, retrouvaient la liberté et échappaient à la déportation et à la mise à mort programmée par les nazis. Ce même jour, le commandant SS Alois Brunner s'enfuyait à bord d'un train composé de 3 wagons, dont l'un comprenait 52 internés juifs. Le camp de Drancy fut ouvert le 20 août 1941 par l'internement des premiers juifs arrêtés lors de la rafle du 20 août, soit 4232 hommes, dont 1500 de nationalité française. Lors de la précédente rafle, le 14 mai 1941, 3270 juifs furent internés dans les camps du Noiret, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Ces rafles furent conduites par la police française du gouvernement de Vichy. Pendant 3 années, Drancy fut l'antichambre du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau et de Sobibor. 77 convois seront formés et partiront des gares du Bourget-Drancy et de Bobigny, soit près de 74 000 déportés, dont 11 000 enfants, convois accompagnés jusqu'à la frontière allemande par les gendarmes français. Drancy, gardé par les gendarmes français, sera à partir de juillet 1943 sous l'autorité du SS Alois Brunner. Il fallut attendre 1995 pour que le président Jacques Chirac reconnaisse la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs de France. Venant après le débarquement du 6 juin 1944, celui en Provence, alors que les troupes alliées s'avançaient sur Paris et que les nazis subissaient défaite sur le front de l'Est, jusqu'au bout, la haine des Juifs restera la priorité des nazis. C'est ainsi qu'ils organiseront, le 30 juin 1944, un convoi de 1100 personnes, dont 162 enfants de moins de 18 ans, et le 31 juillet 1944, le dernier convoi, numéro 77, qui comprenait 1300 personnes, dont 270 enfants arrêtés quelques jours avant dans les maisons de l'UGIF par Alois Brunner lui-même. 3 semaines après, les éléments avancés des troupes alliées pénétraient dans Paris le 24 août. Paris était libéré et accueillait le général de Gaulle. En ce jour anniversaire, par notre présence symbolique, nous commémorons la libération du camp et dire notre joie que 1386 internés échappèrent à la déportation, et aussi pour nous recueillir en souvenir de ceux déportés qui ne sont jamais revenus. Devoir de mémoire, certes, car l'oubli serait une deuxième mort pour ces victimes. C'est le sens de notre présence ce jour à Drancy pour rappeler ce crime. Comme le disait Paul Éluard, si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Ces êtres humains furent assassinés au nom d'une idéologie de la haine des Juifs, l'antisémitisme, thème fondamental de la propagande nazie. À ce point de mon allocution, avant de terminer et de conclure, je voudrais citer le témoignage de Madame André Varlin, qui a vécu la libération de Drancy. Elle est l'auteure d'un livre, L'impossible oubli, publié en 1980, aujourd'hui épuisé et dont un exemplaire est conservé au CDJC à Paris. J'ai été en contact avec Madame André Varlin en 2009. Elle était âgée de 95 ans. Décorée à la Libération, Croix de guerre, médaille de la France libérée, médaille des combattants volontaires de la Résistance. Elle m'a fait parvenir une photocopie de son livre. Je vais vous donner quelques extraits. André et son mari, engagés dans la Résistance, seront arrêtés par la Gestapo à Annemasse, puis conduits à Lyon, avant d'être transférés à la prison de Fresnes, où ils resteront 6 mois. Déclarés comme juifs du fait de son mari Adrien Veil, ils furent expédiés à Drancy en juin 1943. Je lis les quelques extraits. Nous ne savions pas à l'époque que Drancy signifiait aussi la mort. À leur arrivée au camp, des gendarmes français firent disparaître les papiers relatant
leur activité décrite comme terroriste. 3 jours plus tard, en juillet 1943, des gradés allemands avec leur tête, le sinistre Alois Brunner, prenaient possession du camp. Interné jusqu'à la libération de Drancy, André Verlan décrit la vie du camp. Son mari est utilisé comme médecin, quant à elle, employée à la buanderie. Elle assiste et décrit le départ des déportables, celui des enfants, leur détresse. Et elle cite les noms des capitaines français, Vieux, Vanier et Val, contre qui Londres avait promis des sanctions qui ne furent hélas jamais appliquées. Ou encore la répression, le détournement des boîtes de lait destinées aux enfants et données aux cochons élevés par les Allemands. Mais aussi la résistance qui s'organise. Son mari participe au creusement du tunnel, tentative qui échoue. Sa sœur, grande résistance, fait parvenir des certificats de baptême au nom de 2 filles qui se trouvaient sur la liste de ceux qui étaient la dernière déportation. C'est l'abbé Ménardet, nommé juste parmi les nations, qui a procuré les certificats de baptême. Elle décrit l'arrivée massive d'enfants seuls. Il s'agit de ceux arrêtés au nombre de 250 dans les maisons de l'UGIF dans la nuit du 21 juillet 44, dont les plus jeunes sont âgés de 2 à 3 ans. Elle décrit l'atmosphère régnant au camp, les Allemands préparant en rate leur fuite et donnant l'ordre de brûler tous les documents. Avec quelques internés, ils donneront le change en détruisant les duplicata des fiches, mais sauveront les vraies fiches qui seront mises à l'abri et sortiront du camp. Oui, nous avons vu partir nos tortionnaires, mais aussi déporter des Juifs avant même de prendre la fuite. Elle assiste au départ du dernier convoi d'une 50aine d'internés et à l'arrivée du conseil général de Suède, Nordling, venu pour libérer le camp. Nous étions libres, amis, pas heureux car nous avions vu partir les déportés, entre autres les enfants. Les bonnes volontés sont restées sur place, 2 jours de plus pour refaire à tous les gens présents des fiches d'identité et distribuer 200 francs pour les premiers soins matériels. Paris était en pleine insurrection. Pour certains, ils retrouvèrent leur appartement vide. Nous logions ceux qui ne savaient pas où aller. Nous n'avions pas d'argent, pas de nourriture, mais nous nous habituions à la liberté. À Paris, nous trouvions nos amis derrière des sacs de sable, des fusils souvent dérobés aux Allemands prêts à tirer. La fin approchait avec l'entrée des Alliés et des Français dans Paris. Les mairies étaient prises, les combats furent très durs, puis les cloches de Paris, de Notre-Dame sonnèrent. Paris était libre. Après la guerre, nous avons gardé notre nom de résistant Varlin. Aujourd'hui, Marguerite André Verlin nous écrit « En lisant les différents souvenirs de Drancy, je veux aussi apporter une petite pierre à l'édifice de mémoire, encore que mon livre, L'impulsif, oui, doit se trouver au conservatoire de Drancy, à côté d'une photo de mon mari décédé. » « 70 ans ont passé. L'antisémitisme, de même que le racisme et la xénophobie, progressent partout en Europe. La France n'est pas épargnée. Prenant prétexte d'un conflit à des milliers de kilomètres au Moyen-Orient, on a entendu à Paris des cris « Mort aux Juifs ». Cet antisémitisme se répand sur Internet, sur les réseaux sociaux. Laisser perdurer cet antisémitisme met en danger nos valeurs républicaines. Pour le contrer, il faut agir, sévir, mais aussi éduquer, rappeler un passé. En ce lieu où furent internés 80 000 Juifs, lieu symbolique de ce que fut la déportation avec ce monument, les expositions permanentes de l'AFMA, du Conservatoire historique du camp de Drancy, du mémorial de Drancy ouvert sur notre époque. Comme l'affirma le Premier ministre lors de la cérémonie de la rave du Veldiv, ces lieux, avec pédagogie, exigence, vigilance, rappellent quelles sont les valeurs de respect, de tolérance, de refus des fanatismes que nous devons défendre et promouvoir. La lutte contre l'antisémitisme, ce n'est pas seulement le combat des Juifs, c'est le combat de chacun d'entre nous, de toute une nation.